commence à Paris en 1328. Charles le Bel, dernier roi capétien, vient de mourir, sans héritier. En ce début de XIVe siècle, l'Angleterre possède sur le continent la Guyenne, presque toute l'Aquitaine d'aujourd'hui. Dans un premier temps, tout se passe bien. Édouard III, le roi d'Angleterre, descend des Capétiens par sa mère. Mais il accepte que ce soit son cousin, Philippe VI de Valois, qui devienne roi de France à sa place. Il prête même allégeance à Philippe de Valois pour cette enclave sur ses terres. Mais la crise entre deux jeunes souverains ne tarde pas à éclater. C'était une crise de succession. Édouard III, qui était roi d'Angleterre et qui n'avait que 19 ans, avait la meilleure légitimité, mais c'était par sa mère, par une femme. Les Français ont décidé de refuser la succession par une lignée féminine et de privilégier la lignée masculine. Ils ont donc préféré Philippe VI de Valois, qui descendait exclusivement d'une lignée masculine. En 1337, Philippe VI, devenu roi, confisque alors les terres d'Édouard en France. Il confisque la Guyenne. Et la guerre démarre. Désormais, le roi d'Angleterre entend bien faire reconnaître ses droits sur le trône de France en tant que petit-fils de Philippe le Bel. Dès 1340, le roi d'Angleterre fait ajouter à ses armes le lys français. La deuxième offensive d'Édouard III se déroule ici, dans la Somme, en 1346. Les paysages sont restés les mêmes. Plus de 600 ans en arrière, c'est le champ d'une bataille qui fera date, la bataille de Crécy. Une tourelle permet aujourd'hui de dominer le terrain. C'est ici que le roi de France affronte les troupes anglaises. Philippe VI s'est lancé à la poursuite du roi d'Angleterre, débarqué en conquérant sur les côtes françaises. Dans sa retraite, Édouard III tire un ultime avantage de cette traque. C'est donc le roi d'Angleterre qui choisit le lieu de l'affrontement, qui, comme vous pouvez le voir, est vraiment idéal. On a une vue excellente donc, des alentours, ça permet de voir arriver l'ennemi, bien sûr. Et il va donc choisir de se fortifier derrière des chariots, derrière des pieux en bois, et il va attendre l'armée française. Ils sont combien à attendre l'armée française? Ils sont environ 20 000. Et les Français? Les Français, les sources varient, mais le chiffre de 40 000 combattants me semble le plus réaliste. Les Anglais sont conscients de leur infériorité numérique. Ils tiennent alors une position défensive et déploient leur fer de lance, les archers. Leur longbow décoche 8 à 10 flèches par minute, contre seulement 3 à 4 carreaux pour l'arbalète des Français. Décimés par la pluie de flèches anglaises, les arbalétriers génois du roi de France ne peuvent rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils décident de refluer vers l'arrière et Philippe VI, qui croit une trahison, va ordonner à sa cavalerie de massacrer donc, les arbalétriers génois pour ensuite se porter contre les Anglais qui sont, donc, je le rappelle, retranchés donc, sur les hauteurs du plateau de Crécy. Mais l'élan des chevaliers français est brisé par les fuyards, les morts et les blessés. Ceux qui tombent devant sont autant d'obstacles pour ceux qui arrivent derrière. Le désordre est indescriptible. Donc on a vraiment deux visions de la guerre qui vont s'opposer. On a la noblesse française qui a grandi donc, dans les chansons de gestes, dans les romans chevaleresques, et ces romans qui mettent en avant la bravoure individuelle du combattant.
À l'opposé, on a une armée anglaise très pragmatique qui est composée essentiellement de soldats du rang, qui sont d'origine modeste, généralement des paysans. Et ces soldats ont une confiance absolue dans leur chef et ils ont surtout une discipline certaine et c'est ce qui fait la différence. Donc, le 26 août 1346. Après Crécy, Édouard III entend plus que jamais conquérir le trône de France. 10 ans plus tard, ces terres de Guyenne ne lui suffisent plus. Son fils, le prince noir, mène de plus en plus d'exactions. Et le roi de France, alors Jean II le Bon, lance son armée contre les pilleurs anglais. Les troupes se font face, près de Poitiers. Mais les Français n'ont rien appris de la bataille de Crécy. Divisés sur la stratégie militaire, ils perdent plus qu'une bataille, ils perdent leur roi. Jean le Bon est capturé, ainsi que son fils, 14 comtes, 21 barons, 1400 chevaliers. Les prisonniers sont importants. La rançon qu'on leur réclame est proportionnelle à leur rang. Et Édouard III fixe celle du roi à 4 millions d'écus d'or. Une rançon qui va ruiner le royaume. Le roi de France revient d'Angleterre 4 ans plus tard. Édouard III a très bien monnayé sa libération. La rançon s'est finalement montée à 3 millions d'écus d'or. Et surtout, Jean le Bon lui a cédé un quart du royaume de France. Même si cette extension ne dure pas, le coup est rude. À l'aube du XVe siècle, les rois de France et d'Angleterre ont changé. Charles VI est roi de France, Henri V, celui d'Angleterre, mais tous deux revendiquent toujours le trône de France. Malgré une trêve de 15 ans, la guerre continue. Charles VI, Charles le Fou. En 1382, le roi de France est pris d'une première crise et tue 6 personnes de sa propre troupe. La régence qui se met en place attise les haines et rivalités à la cour du roi de France. Dans ce contexte, Azincourt va être comme un coup de grâce. Le champ de bataille est resté inviolé. Donc là, on arrive sur le champ de bataille. Oui, le célèbre champ de bataille d'Azincourt, tristement célèbre d'ailleurs. Nous y retrouvons Christophe Gilliot et le commandant Évrard sur les traces, ici, du premier gendarme tombé au champ d'honneur. Le premier gendarme, le premier prévôt des maréchaux, Gallois de Fougères, est mort à Azincourt. Nous gagnons les lignes françaises pour mieux revivre cette bataille décisive. Ici, on serait situé pratiquement sur l'endroit de l'avant-garde. C'est clairement ici, c'est clairement cet endroit en fait qui était stationné l'avant-garde, à peu près 100 mètres d'ici. Le choc donc entre les premières lignes françaises. Voilà, entre l'avant-garde française et les Anglais qui, eh bien, afin que les Français soient à portée d'arc, parcourent environ 700 mètres donc sur le champ de bataille. Ils plantent des pieux dans le sol. Ils s'agenouillent, ils mettent dans leur bouche un petit morceau de terre en signe de communion. Ils se relèvent, ils crient pour Dieu, pour Saint-Georges, pour Harry et pour l'Angleterre. Et là, ils décochent une volée de flèches. La pluie de flèches qui s'abat sur les lignes françaises stoppe la charge. Donc la réponse française est immédiate. Des deux côtés du champ vont déborder des escadrons de cavalerie qui vont ensuite se concentrer sur les archers pour essayer de les réduire au silence. Et immédiatement après cette charge de cavalerie, donc forte d'environ 2200 cavaliers, l'infanterie lourde à pied, donc l'avant-garde française, composée de la fine fleur de la chevalerie française, part immédiatement donc en support à cette cavalerie. L'avantage numérique des Français se retourne contre eux. Trop nombreux, les combattants se gênent et ne peuvent user de leurs armes. La boue rend le terrain encore plus difficile. Les Anglais infligent aux Français une défaite dont Shakespeare va bâtir la légende. Fort de ses victoires, Henri V pousse son avantage. Il prend Rouen et soumet la Normandie.
Les Anglais profitent de la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon pour s'allier avec les Bourguignons. En 1420, 5 ans après Azincourt, le traité de Troyes est un coup de maître des Anglais. Charles VI désigne Henri V comme héritier officiel du royaume et renie son fils. La France est en passe de devenir anglaise. Le dauphin Charles est le chef du parti Armagnac. Menacé par les Anglais et leurs alliés bourguignons, il doit quitter Paris et se réfugie ici, à Bourges, dès 1418, chez son grand-oncle Jean de Berry. Depuis cette place forte de Bourges, le dauphin Charles soigne ses alliances et prépare sa reconquête. Une reconquête dont Jeanne d'Arc sera l'élan vital. La rencontre a lieu à Chinon, où Charles VII a fui la menace anglaise. Jeanne prétend avoir un message divin pour le dauphin. Celui-ci se fond parmi les courtisans. Si Dieu inspire vraiment la jeune fille, il la guidera au dauphin, même si elle ne l'a jamais rencontré avant. Jeanne reconnaît Charles VII. C'est donc bien l'envoyé de Dieu. C'est du moins ainsi que se bâtit la légende de Jeanne d'Arc. Jeanne n'est pas à proprement parler un soldat. À cette étape d'une interminable guerre, elle incarne une combativité que les Français avaient perdue. Une énergie qu'elle déploie tout d'abord ici, à Orléans. Elle arrive en disant que certes, les Français ont été battus, sans doute ont-ils été condamnés par Dieu, c'est une punition due à leurs péchés, on ne sait pas trop lesquels, mais en tout cas, elle annonce que la pénitence est terminée et que les Anglais doivent rentrer, ce qui évidemment ne leur fait pas plaisir. Il va y avoir un enjeu moral, et c'est cette intervention de Jeanne d'Arc qui semble montrer que Dieu est du côté des Français, que donc les Anglais sont condamnés, c'est le sens d'ailleurs de son message. Et la victoire à Orléans va permettre d'améliorer la situation des Français tout en dégradant considérablement celle des Anglais. Jeanne d'Arc devient un porte-drapeau. À Orléans, la situation est désespérée. Les Anglais et leurs alliés bourguignons en font le siège depuis déjà 6 mois. Vraisemblablement, les Anglais sont en train d'essayer d'établir une ligne de défense sur la Loire. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés de la Normandie, ils ont Paris, la Champagne, sauf que les Français contre-attaquent, parfois très violemment. Et c'est pour protéger leurs biens au nord de la Loire que vraisemblablement les Anglais s'emparent de tous les ponts sur la Loire de façon à empêcher les Français de passer. Jeanne d'Arc parvient d'abord à ravitailler les assiégés. Puis elle mobilise des renforts pour lancer la contre-offensive. Chargez! Après 4 jours de combat, les Anglais renoncent. La voie vers Reims est désormais libre. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré roi de France. Jeanne d'Arc a accompli sa mission. Moins d'1 an plus tard, elle est capturée par les Bourguignons et livrée aux Anglais.
Le seul moyen pour les Anglais de récupérer le coup, en quelque sorte, c'est de faire admettre que Jeanne d'Arc est une hérétique et donc la brûler. Sinon, si elle a raison et que Dieu a effectivement condamné les Anglais, eh bien, il faut qu'ils rentrent en Angleterre. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen pour eux que de brûler Jeanne ou de partir. Elle était très soutenue par les soldats et la noblesse française, et par le roi lui-même. Le problème, c'est qu'une fois sa mission accomplie, une fois le roi couronné à Reims, on n'a plus besoin d'elle. Parce que le roi est devenu le Dieu donné. Il incarne celui que Dieu a choisi pour la France. Le nouveau roi ne fera en effet rien pour tenter de sauver Jeanne d'Arc. Elle est brûlée à Rouen, le 30 mai 1431. Les armées royales de Charles VII lancent une grande campagne de reconquête. En 1435, Charles VII scelle sa réconciliation avec les Bourguignons. Les Anglais perdent là un allié de poids et un avantage décisif. D'autant que le roi de France intègre à ses troupes une arme nouvelle, l'artillerie. C'est la première fois que le feu remplace le fer. En 1453, Charles VII remporte la bataille de Castillon en Aquitaine. Les canons français ont raison des archers anglais. Les Anglais perdent la Guyenne et ne contrôlent plus que Calais, Charles VII ayant reconquis la Normandie en 1450. En 1453, la guerre de Cent Ans prend fin. Charles VII laisse à son fils Louis XI un royaume plus vaste et plus unifié que jamais. La guerre aura duré plus de 100 ans. 115 ans de combat, 115 ans qui ont écrit l'histoire et ses légendes.